virtuelle de la librairie Dialogue pour cette rencontre d'exception lors de laquelle nous aurons la grande joie d'écouter Daniel Mandelson nous parler de son livre « Trois anneaux » qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors Daniel Mandelson, bonsoir et Bonsoir. merci d'avoir accepté ce rendez-vous outre-Atlantique pour rencontrer vos lecteurs français. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes professeur de littérature classique au Bard College dans l'État de New York, helléniste, contributeur de la New York Review of Books et écrivain de non-fiction. Alors, parmi vos livres publiés en France, on peut avant tout citer Les Disparus, une grande fresque mémorielle dans laquelle vous explorez les destins de 6 membres de votre famille disparus dans la Shoah par balle. Il s'agit d'un ouvrage marquant, inclassable, qui oscille entre enquête, reconstitution historique et chronique intimiste, et qui a reçu en 2007 le prix Médicis du roman étranger. 10 ans après, en 2017, est paru en France un autre récit magistral intitulé Une Odyssée. Alors vous y entremêlez une analyse de l'Odyssée d'Homère avec un récit personnel. En 2011, alors que vous prépariez un séminaire sur l'Odyssée à l'université, votre père, octogénaire, a souhaité y assister. Et c'est alors un périple de grande ampleur que vous nous racontez, le récit à travers l'exploration fascinante de l'Odyssée, de la redécouverte mutuelle d'un père et de son fils. Alors, Trois anneaux, le livre dont nous allons parler ce soir, il s'inscrit dans la lignée de ces 2 livres. Peut-être même peut-on dire qu'il est né du chemin que vous avez parcouru pour écrire ces 2 livres, qui y sont tous les 2 présents. C'est un livre court et très dense, superbement écrit, qui mêle critique et analyse littéraire, biographie d'écrivain et expérience personnelle, et qui s'interroge et qui nous amène à nous interroger sur la narration, sur l'art d'écrire et de raconter en composant des cercles, des détours, des anneaux, et sur l'enjeu de la représentation du réel auquel sont confrontés les écrivains depuis la nuit des temps. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de ce livre? Comment et à quel moment est-il né pour vous? Merci Laurence et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon foyer. Ce livre a commencé par, comme vous savez et comme vous venez de décrire Laurence, c'était en écrivant une Odyssée que l'idée m'est venue à l'esprit d'écrire un livre juste sur la narration. Dans l'Odyssée, qui, comme vous décrivez, est un entrelacement de différents genres de narration. Il y a des études érudites d'un texte littéraire, d'une autobiographie, biographie, disons, de mon père. J'avais l'idée, en écrivant ce livre-là, d'ajouter un fil dans le tissu que je faisais qui expliquerait l'histoire de l'Odyssée pendant des siècles, c'est-à-dire the afterlife de l'Odyssée. Et je voulais aussi décrire plus profondément ce que c'était cette narration à boucle. Non, comment dit-on? La narration proposition. Oui. Et c'était en écrivant une Odyssée que je me suis rendu compte que ça serait impossible d'ajouter une immense étude juste sur ces choses-là. Et donc, j'ai coupé tout ça de ce livre-là et je l'ai réservé pour un autre livre. Comme vous avez dit, Trois anneaux, c'est le livre le plus court que j'ai jamais écrit, mais c'est très dense. Et c'était dans ce livre que je voulais explorer plus profondément les questions qui étaient nées pendant l'écriture
d'une Odyssée. Et ça, c'était le déclenchement des idées que j'avais à l'époque sur la narration, sur l'entrelacement de où je m'intéressais beaucoup au rapport entre la vie et la narration. Comment est-ce qu'on raconte une vie? Et donc, j'ai pris les vies de ces trois écrivains qui s'intéressaient aussi, eux aussi, à cette question de ce que c'était la narration, ce que c'était le rapport entre narration et la vie. Et donc, j'ai réservé tout ça pour Trois Anneaux. Et le résultat, c'est ce livre. Alors, Trois Anneaux, il y a en effet trois anneaux dans ce livre autour desquels s'organise la narration du livre. Et ces anneaux, ce sont trois parcours d'écrivains. Alors, qui sont-ils, ces écrivains? Pourquoi eux? Et dans quelle mesure est-ce que leurs parcours se répondent? OK, so j'ai choisi ces trois écrivains parce que, comme je viens de dire, ils s'intéressaient dans leurs différentes manières ce que c'était la narration. Donc, un très fameux cas, c'est le cas de Erich Auerbach. C'était un érudit allemand juif qui, pendant les années 30, devait fuir l'Allemagne et il s'est réfugié à Istanbul, où il a écrit sa grande étude sur la littérature de l'Ouest, qui s'appelle Mimesis, la représentation de la réalité dans la littérature de l'Ouest. Et il y a des anecdotes très, très connues sur lui il y avait une certaine ironie dans le cas d'un grand érudit européen qui devait fuir l'Europe pour écrire dans l'Est sa grande étude sur la civilisation de l'Europe. Et cela, j'ai trouvé très, très touchant. Et donc, le chapitre, le premier chapitre de cette grande étude de la littérature européenne s'agit de l'Odyssée, de la narration circulaire dans l'Odyssée. Donc, évidemment, je voulais écrire sur lui, pas seulement sur sa théorie de la littérature, mais sa vie était tellement intéressante. Sa vie il me semblait que sa vie représentait quelque chose sur la narration circulaire, la migration, la digression, qui est un grand sujet de mon livre Trois Anneaux. Donc, la seconde partie de Trois Anneaux s'agit de François Fénelon. Évidemment, grand écrivain français qui a c'était dans les dernières années du XVIIe siècle, il a été le tuteur du petit-fils de Louis XIV. Et pour donner à ce garçon, le duc de Bourgogne, des exemplaires de moralité, de ce que c'est vivre moralement, etc. Il a écrit ce livre, Les Aventures de Télémaque, qui est une espèce de fan-fiction basée sur l'Odyssée d'Homère. Évidemment, il a pris le caractère de Télémaque, le fils d'Ulysse, et il a inventé des aventures pour
ce personnage. Et le résultat, c'est les aventures de Télémaque qui avaient une très grande influence sur les écrivains, les intellectuels du XVIIIe siècle. Et donc, comme en tant que quelqu'un qui s'intéressait à la fois à l'Odyssée d'Homère et à cette question de comment il serait possible d'ajouter quelque chose à une grande classique de la littérature, comme je l'ai fait moi-même dans mon Odyssée. Il m'intéressait aussi, lui. Et finalement, il y a le personnage de Sebald, l'écrivain, le romancier allemand, qui est mort en 2001, je crois. Et ces livres, ces romans sont caractérisés par ces narrations digressives qui n'arrivent jamais à leur bout. Et cela m'intéressait beaucoup. Et donc, il y a ces trois écrivains qui s'intéressent aussi, eux, à cette question de narration et spécialement à une question de digression. Ce que c'est la digression dans une narration, dans un conte. Et pourquoi les écrivains font des digressions? Évidemment, une digression n'est jamais vraiment une digression si on sait ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est la question au fond de mon livre Trois Anneaux. Comme vous savez, Laurence, parce que vous avez lu le livre, je discute aussi beaucoup d'autres écrivains, Proust, Racine, qui avaient eu quelque chose à faire, à voir avec les autres écrivains. Mais les personnages principaux, dirais-je, dans mon livre, c'est Auerbach, Fénelon et Sebald. Alors, j'aurais voulu citer la première phrase de votre livre qui dit « Un étranger arrive dans une ville inconnue après un long voyage ». C'est la première phrase du livre et c'en est un motif récurrent. Ouais. Parce que les écrivains, les trois écrivains dont nous venons de parler, qui sont au centre de votre livre, ils ont tous trois connu l'exil, mais Ouais. à chaque fois des exils différents, j'en parlerai peut-être, mais vous nous rappelez aussi que de tout temps et en tout lieu, l'exil a fait partie de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des écrivains. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette question de l'exil? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Le son n'était pas très Pardon. bon en ce moment. Donc, ces trois écrivains que vous citez, ils ont tous les trois été en exil pour des raisons différentes, mais vous nous rappelez aussi dans le livre que de tout temps et en tout lieu, l'exil a fait partie de l'histoire de l'humanité et aussi de l'histoire des écrivains, de ce fait. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette question de l'exil, de son importance? Oui, non, ok, merci. J'ai commencé avec la figure de Auerbach, que comme j'ai décrit, je le trouve. Et cela m'a fait penser aux autres exilés pendant l'histoire de la civilisation européenne, des écrivains, des intellectuels, comme en tant que classiciste, je connais bien ces histoires d'exil d'intellectuels, d'artistes, des écrivains qui devaient s'enfuir pour sauver leur vie. Et par conséquent, j'ai commencé à penser à cette question d'exil, de déplacement qui était liée, à mon avis, au style de la narration de ces écrivains. C'est-à-dire, ils reproduisaient dans leur écriture cette qualité de déplacement ou
digression. Et si vous étudiez les grands textes classiques de la civilisation grecque et romaine, vous êtes habitué à penser, à considérer la civilisation comme une série de triomphes de la culture interrompus par les guerres, les oppressions, etc. Mais si vous connaissez vraiment bien l'histoire, il vous semble que, en effet, c'était une longue série de guerres et des oppressions interrompues par des brefs moments de civilisation. Et je voulais souligner ce fait en écrivant les biographies de mes trois écrivains et les autres que je mentionne dans mon texte, pour rappeler au lecteur que il y a beaucoup, sinon la plupart, de la littérature a été écrite par les écrivains qui ont été opprimés, exilés. Et cela m'intéressait beaucoup. Au moment que j'écrivais, que je cherchais de décrire les parcours de mes écrivains, mes trois écrivains, je me suis rendu compte que, en fait, pratiquement tous les auteurs que j'ai étudiés étaient des exils, des réfugiés. Et cela, j'ai trouvé aussi très touchant. Donc, il y a bien un rapport entre, dirais-je, ces histoires d'exil, ces biographies d'exilés et le style de leur narration, ou au moins qui explique leur intérêt au sujet de la digression. Cela explique pourquoi, par exemple, Sebald, qui était exilé soi-même, dirais-je, de l'Allemagne, parce qu'il a été hanté par l'histoire de l'Allemagne, et il était un tout petit enfant pendant la guerre, mais quand même, il s'est réfugié. Il a trouvé un foyer à Angleterre où il a passé toute sa vie. Et donc, ce n'est pas un accident que les contes qu'il raconte traitent ou sont caractérisés par digression et comment est-ce que vous erration, no, wanderings. L'errance. Errance, oui, excusez-moi, errance. Et donc, c'était le rapport entre biographie, entre les exils qu'ont subi ces écrivains et leur style de narration. Mais il y a toujours, je dirais que l'histoire d'une certaine espèce d'écriture est toujours hantée par l'oppression politique, religieuse. Et donc, je trace, comme vous savez, dans Trois Anneaux, ces histoires errantes d'exil des écrivains, de leurs personnages, des Juifs qui devaient fuir l'Espagne pour aller à Istanbul après 1492, les érudits grecs qui devaient fuir l'Istanbul pour l'Italie après la chute de l'Empire byzantin. Et de plus en plus, j'entrevoyais une pattern. Modèle. Oui, un modèle qui m'intéressait beaucoup et je voulais le mettre dans le livre. Alors, cette question de l'exil, elle est centrale en effet. L'autre point commun, on l'a dit, entre tous ces écrivains, c'est qu'ils ont tous étudié ou pratiqué l'art de la digression. Et cet art, il s'inscrit dans la lignée de l'un des textes les plus anciens,
qui s'est construit sur ce schéma, à savoir l'Odyssée d'Homère. Et cette structure narrative de l'Odyssée, elle a pour nom la composition circulaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi elle consiste, cette composition? Composition circulaire, c'est un terme qu'on connaît des études classiques. Ça décrit la manière de narrer d'Homère. Donc, vous commencez avec un conte que vous voulez conter. Et tout au milieu de ce conte, il faut qu'on s'interrompe pour narrer un autre conte qui explique quelque chose sur le premier conte qu'on raconte, etc. C'est comme des, je ne sais pas comment vous les appelez, les boîtes chinoises. Des poupées russes, peut-être? Comment? Des poupées russes? Oui, exactement. Chaque conte construit un nid pour un autre conte, infiniment. Et donc, c'est une méthode de narrer les choses qui peut expliquer tout sur le conte que vous voulez raconter. Et donc, c'est comme des portes qui sont ouvertes l'une après l'autre. Donc, il y a conte numéro 1 qui mène à conte numéro 2, qui mène à conte numéro 3, et graduellement, on revient au commencement. Et ça, c'est la narration circulaire. Mais c'est une façon de raconter des histoires qui voient les possibilités de chaque conte, de tous les contes qu'on peut raconter. Donc, je le nomme le style optimiste dans mon livre, cette narration circulaire, parce qu'il y a dans la narration circulaire, il y a la possibilité, comme j'ai dit, de narrer tout sur un sujet. Et donc, dans le premier chapitre de Auerbach, où il étudie la narration circulaire dans un passage très connu de l'Odyssée d'Homère, il le contraste avec la narration biblique, qui est caractérisée par une espèce d'opacité. On décrit par exemple le sacrifice d'Isaac dans Genèse, mais le narrateur ne vous donne pas toutes les infos sur cette scène, cette très fameuse scène. On dit qu'il fallait voyager 3 jours pour arriver à l'endroit où Abraham devait sacrifier Isaac. Mais ces 3 journées ne sont pas décrites dans le texte. Dans un texte grec, on expliquerait tout. Le voyage, les 3 journées de voyage, etc. Et donc, pour Auerbach, il trouve très intéressant la différence entre ces deux styles de narration. Le grec que je nomme optimiste et le style biblique de Genèse qui est plus opaque. No, you don't say that. C'est opaque, ça fonctionne. Opaque, On peut le oui. dire. Voilà. Et dans mon texte, dans 3 anneaux, je contraste, j'explore la différence entre ces 2 styles de narration qui évidemment reflètent quelque chose qui est très intéressant pour moi en tant qu'écrivain et en tant qu'être humain. Moi qui aussi, je suis caractérisé par un attrait à la civilisation grecque et par ma propre histoire familiale juive. Et donc, cette différence entre les 2 styles de narration commence à devenir un symbole, une métaphore pour ma propre moi, pour moi-même.
Oui, parce que vous nous parlez aussi de votre propre expérience dans ce livre et c'est ça aussi qui est passionnant. Vous commencez en fait le récit en nous racontant avoir vécu une crise existentielle et narrative entre la publication des Disparus et l'écriture d'une Odyssée. Et cette crise, elle a été résolue grâce à votre éditeur et grâce à la composition circulaire. Alors, en quoi est-ce qu'il était important pour vous de démarrer ce livre sur la narration par le récit personnel d'une impossibilité d'écrire? Oui, cela, vous avez commencé, Laurence, par me demander comment est-ce que j'ai commencé ce livre, mais le vrai commencement de ce livre était une histoire de dépression euh, que j'ai subie après avoir fait mes voyages de recherche pour écrire Les Disparus. Je voyageais, comme on sait si on a lu ce livre, j'ai voyagé pendant 5 ans pour retrouver les témoins, l'histoire de ma famille. Et c'était entre la fin de mes recherches et la publication des Disparus, la première publication aux États-Unis, je veux dire, que j'ai subi une espèce de dépression. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je crois que c'était à cause du fait que j'ai passé 5 ans en entendant, en écoutant ces affreuses histoires de souffrance et de perte. Mais à l'époque, je ne pouvais pas ou je ne me laissais pas réagir parce qu'il était tellement important de saisir le moment pour avoir l'histoire. Et donc, c'était un delayed reaction que j'ai expérimenté. C'était après avoir fait toutes les interviews, tous les voyages, que j'ai eu ce moment de dépression. Je ne pouvais pas partir de mon appartement. J'avais une espèce de agoraphobie, dirais-je. Et donc, ça faisait quelques mois, je crois 6 ou 7 mois, après 6 ou 7 mois, je me disais, il faut recommencer et j'ai décidé d'écrire quelque chose sur les classiques grecs. Et ça, c'était le commencement de l'écriture d'une Odyssée. Mais j'avais des terribles problèmes en écrivant une Odyssée que j'ai décrite dans Trois Anneaux. Donc, Trois Anneaux commence par une histoire de dépression psychologique et incapacité littéraire. Je ne savais pas comment faire ce nouveau livre sur l'Odyssée. J'avais toutes les 3 parties d'une Odyssée, c'est-à-dire l'expérience d'avoir mon père comme étudiant dans ma classe sur l'Odyssée d'Homère. Deuxièmement, l'histoire de la croisière qu'on a apprise ensemble, on a faite ensemble. Et finalement, la 3e partie, c'était la maladie et puis la mort de mon père. Et quelque chose ne marchait pas avec le manuscrit. J'ai achevé le manuscrit, j'avais toute l'histoire, classe, croisière, mort, mais c'était pas bon. Je l'ai lu et je savais, on sait toujours, comme si vous êtes écrivain, si c'est bon ou non. Et je savais que quelque chose ne marchait pas. Et donc, je l'ai montré à un ami, à un mentor, pour me servir du mot homérique. Et il m'a dit, le problème, c'est que vous avez organisé le manuscrit
comme une série des événements dans l'ordre qui se sont passés. Et ça ne fonctionne pas. Il faut trouver une méthode d'arranger les choses dans une manière qui aurait une plus grande texture. Et donc, à ce moment, je me suis dit, oh, il parle de la composition circulaire, quelque chose que je connaissais presque toute ma vie, mais pour des raisons que je ne comprends pas, il ne m'est pas venu à l'esprit qu'en ce moment où mon mentor me décrivait la manière dans laquelle il me fallait écrire. Et donc, j'ai changé tout le manuscrit, j'ai arrangé les choses dans une manière qui correspondait à la narration circulaire. Et donc, j'ai trouvé une résolution à mon problème qui était fondée basée sur cette méthode homérique. Et ça, et le résultat, c'est une Odyssée, qui est, comme on a remarqué dans les critiques, composée dans ce style. Et donc, comme exactement, j'ai fait aussi dans 3 anneaux. Cela me fascine, cela m'a toujours fasciné. Et je voulais reproduire dans l'écriture de ces 2 livres le style, la méthode de composition que je décris. Alors, comment raconter? C'est donc une question qui est au cœur de 3 anneaux, qui est au cœur de votre vie d'écrivain, de votre métier d'écrivain. Vous venez de nous raconter comment ça s'était passé pour une Odyssée. Dans chacun de vos livres, on s'aperçoit que chacun de vos livres a sa propre structure qui sert les sujets abordés, qui se construit en fonction d'eux et en accord avec ces sujets. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont se déroule cette construction narrative au cours de l'écriture et de ce moment où vous vous dites « ça y est, je sais comment je vais écrire ». Est-ce que c'est un moment de révélation, de libération peut-être? Et est-ce qu'une histoire ne peut être dite que lorsque l'on sait comment la dire? Je ne sais jamais, en commençant mes livres, ce que ça sera. Jamais. OK, il faut admettre que ce style circulaire est très naturel. Juste pour moi, si vous avez lu Les Disparus, vous connaissez mon grand-père, qui est un personnage très important dans ce livre-là. Et la narration circulaire, c'était la façon dont il racontait ces fameuses histoires sur l'histoire de la famille. Donc, il était très naturel pour moi d'écrire dans un style circulaire, disons. Cela étant dit, je ne sais jamais, quand je commence mes livres, ce que ça sera. Pour moi, ce qui m'excite, c'est le processus qui se révèle ou qui révèle le livre. C'est dans l'écriture de mes livres que je découvre la manière qui convient à ce livre en particulier. C'est très difficile à décrire, évidemment, mais donc, je dirais que le style de la narration circulaire, comme j'ai dit, je sais que tous mes livres sont écrits dans ce style, mais de toute façon, comment ça se déroulerait, je ne sais jamais au commencement. C'est un mystère, mais c'est ça qui m'intéresse en tant qu'écrivain. C'est le processus qui révèle le sujet et la manière exacte
de l'écriture, dirais-je. Ça dépend évidemment du sujet. Donc, par exemple, dans Les Disparus, c'était une grande épopée, dirais-je. Une très, très énorme histoire qui demandait une énorme structure. Dans Trois Anneaux, je dirais que Trois Anneaux, lui aussi, ce livre reproduit ce style de narration homérique, mais c'est le plus court livre que j'ai jamais écrit et c'est plus dense et c'est dirais-je, c'est une distillation de ma technique, de mon style. Et ça, c'est pourquoi c'est très dense. Mais au début, il est impossible pour moi de savoir ce que ça sera. Et ça, c'est divertant pour moi. Si je savais en avance, je ne m'amuserais jamais. Cette question de la narration, elle est essentielle pour vous, c'est le métier d'écrivain, mais elle est peut-être encore plus essentielle du fait que vous soyez un écrivain de non-fiction. Ça signifie que tout ce que vous écrivez est vrai ou est réel, mais que cela va passer par le filtre du récit et par la manière dont vous décidez de raconter les choses. Comment est-ce qu'on fait face alors à cette question de la vérité? Oui, c'est très intéressant et surtout, dirais-je, en ce moment, ici aux États-Unis, on a eu une plaie de mémoires qui, en fin des comptes, on a révélé qu'il n'était pas vrai. C'était des livres qui prétendaient être des vraies histoires ou des autobiographies et on a révélé que c'était faux, ils étaient faux. Et donc, la question de la vérité m'intéresse beaucoup. Cela a déclenché pour moi avec l'écriture des disparus, parce qu'il y avait une question très, très importante dans ce livre de la vérité, des histoires que j'entendais, l'histoire que je construisais à l'époque, des histoires que j'ai écoutées, que j'ai entendues, etc. Donc, cette question de vérité était tellement importante parce que c'était un livre, une histoire. Et donc, je veux, dans tous mes livres, souligner la difficulté de façonner des histoires intéressantes qui sont vraies. On n'est pas permis dans le genre dans lequel j'écris d'inventer, ce qui serait beaucoup plus facile. Il faut prendre ce que la vie vous donne et d'en façonner un conte amusant ou intéressant. Et ça, c'est le défi pour les auteurs de non-fiction, d'autobiographie ou autofiction. Et en tant que critique littéraire, ça m'intéresse aussi. C'est la difficulté de façonner un conte, une histoire intéressante, saisissante, qui est vraie, où on n'est pas permis d'inventer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arranger, comme j'ai fait par exemple, comme je viens de décrire dans une Odyssée, d'arranger les événements pour ajouter de l'intérêt narratif. On peut couper des choses qui ne sont pas intéressantes. Une histoire vraie n'est pas égale à toute l'histoire. Ça, c'est très important de souligner. Et donc, ça, ce sont les questions qui m'intéressent en tant qu'auteur de tel livre et en tant que critique
littéraire qui étudie et qui écrit très souvent sur ces questions. Mais pour moi, ça, c'est l'intéressant en ce que je fais. Il faut prendre les faits de la vie et d'en créer quelque chose qui satisferait un goût pour une bonne histoire. Et ça, je dis toujours à mes amis romanciers, pour vous, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez inventer les choses. Pour nous qui sommes des auteurs de non-fiction, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une autre question qui parcourt votre livre, c'est celle de ce que la littérature peut ou ne peut pas dire, de sa capacité à représenter avec exactitude le passé et à faire face en particulier à la destruction. Vous citez d'ailleurs dans le livre la célèbre et polémique phrase de Théodore Adorno qui dit écrire un poème après Auschwitz est barbare. Dans quelle mesure cette question hante-t-elle aussi l'œuvre du troisième écrivain au centre de votre livre, Zébaï? Pour moi, cette fameuse question d'Adorno, à mon avis, il faut, si vous êtes écrivain, il faut écrire. On est toujours face à l'impossibilité de recréer la réalité dans l'écriture, mais on le fait quand même. On essaie quand même. Et pour moi, comme quelqu'un qui écrit des textes non-fiction, l'important, c'est d'attirer l'attention du lecteur précisément au fait qu'il soit impossible de représenter toute la réalité, mais il faut essayer. Mais si vous soulignez le fait que votre narration ne sera jamais égale à la réalité, qu'il faut que vous coupiez les choses, que vous réarrangiez les choses, etc. Ça, c'est une espèce d'honnêteté qui est très importante, à mon avis, dans l'écriture de non-fiction. Mais comme vous savez, dans Trois Anneaux, j'étudie les cas de ces écrivains qui devaient s'affronter à cette difficile question de la représentation. Qui, dirais-je, dans le cas de Sebald, par exemple, il veut souligner l'impossibilité d'une certaine espèce de narration, c'est-à-dire quelque chose qui a quelque chose à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Il est hanté par cet événement qui est impossible de reproduire dans l'écriture. Il est hanté par cette impossibilité. Et donc, ça, c'est pourquoi ces fictions ont cette opaque hébraïque, disons, comme le décrirait Auerbach, par exemple. Mais si vous êtes conscient du fait que la représentation, c'est une question difficile, au lieu de prétendre que ce n'est pas même une question, pour moi, c'est assez. Mais tous mes auteurs, tous les personnages dans Trois Anneaux devaient faire face à cette difficile question. Ça c'est le titre de la grande étude d'Auerbach, la représentation de la réalité. Comment la réalité se représente dans l'écriture littéraire. Et il faut admettre que c'est toujours quelque chose de très difficile et presque impossible dans certains cas. Comme par exemple dans le cas du sujet
de notre ami Sebald. Alors, il est un autre personnage de votre livre que nous n'avons pas cité, ou rapidement. C'est un personnage central qui est présent même sur la couverture. Il s'agit d'une ville, Oui. de la ville d'Istanbul, qui est le point de retrouvailles des anneaux que vous explorez. On ne dira pas comment, parce que ça se dessine vraiment dans les dernières pages du livre. Alors, cette ville, dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait réunir les deux conceptions narratives et donc les deux visions du monde que nous évoquions? Alors, comme vous savez, Istanbul devient un personnage, disons, dans le livre. C'est l'endroit auquel se sont réfugiés plusieurs de mes écrivains, plusieurs des personnages historiques que j'ai décrits dans le livre. Mais c'est aussi le lieu depuis lequel quelques de mes écrivains, comme par exemple les érudits byzantins, ont dû fuir pour sauver leur vie. Et donc, cette double nature d'Istanbul comme refuge et comme site d'oppression devient dans Trois Anneaux un symbole de les deux faces de la civilisation, les deux visages de la civilisation, dirais-je. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation qui est exclusivement bonne ou mauvaise ou héroïque ou difficile. Toutes les civilisations ont des côtés admirables, des côtés difficiles, dirais-je. Et pour moi, Istanbul, dans l'histoire, dans différents siècles, je décris en narrant les biographies de mes écrivains, devient un symbole de la double nature de la civilisation elle-même, dirais-je, dans mon livre. C'est toujours une question d'une nature facettée, dirais-je. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, si on admet que toutes nos civilisations sont difficiles, sont compliquées, et il y a toujours un revers caché qu'il faut découvrir. Et donc, ça, c'est pourquoi j'ai été fasciné par ces histoires d'Istanbul et ces malentendus sur la nature d'Istanbul. C'est un lieu de sauvage, no, what's the word, ou sûreté, un lieu d'oppression. Même le nom d'Istanbul a été malentendu pendant des siècles. Et donc, ça devient un symbole pour toutes les questions qui m'intéressent dans ce livre. Alors, avant de laisser la parole aux auditeurs qui ont peut-être des questions à vous poser, j'aurais voulu revenir sur une idée qui me semble fondamentale. Lorsque vous évoquez Erich Auerbach, vous précisez qu'il avait la conviction que la philologie, donc cette science qui étudie le lien entre une littérature donnée et le moment historique qui l'a produite, que cette philologie recevait la clé du plus grand des destins, à savoir le lien commun à toutes les cultures. Alors, quel est votre sentiment, votre conviction sur cette question de l'universalité de la littérature par-delà les cultures et les sociétés? En parlant de double nature, le cas d'Auerbach nous fait nous affronter à cette difficile question. Son idée, d'un côté, c'était le philologue le plus connu, le plus expert de son temps. Et il a été très dévoué à la pratique de la philologie. Donc, c'est-à-dire de
comprendre les textes littéraires dans le contexte des civilisations qui les ont produits. Mais il était déchiré en deux, ce pauvre homme, parce qu'il avait à la fois une idée de ce qu'il appelait l'unité des cultures, l'unité commune des cultures, des civilisations. Et il est très difficile de maintenir la pratique de philologie si vous croyez au même temps à une communauté de civilisation qui transcende la particularité des civilisations, des cultures. Et donc, j'étais fasciné par ce paradoxe que vivait ce personnage, Erich Auerbach, parce que ça exprime quelque chose précisément sur cette question de double nature. Même la philologie ou l'amour de littérature est divisé en deux, dirais-je. D'un côté, il faut étudier les textes dans le contexte des civilisations, les cultures qui les ont produits, mais au même moment, on a cette idée qu'il y a une nature humaine commune à tous qui transcende les différences entre cultures. Et j'étais très touché par le cas d'Auerbach. Je n'ai pas une réponse. Je ne sais pas comment résoudre cette question, mais cette doublement des problèmes de ce que c'est d'étudier la littérature, évidemment, c'était très important pour un livre qui explore, qui cherche à expliquer la nature de la narration, comme je l'ai fait. Et donc, je suis fasciné par tout ça. Parce qu'il faut l'admettre, je partage quelque chose avec Auerbach. Je suis philologue moi-même en tant que classiciste helléniste. Mais moi aussi, il me semble nécessaire qu'il y ait quelque chose comme une nature commune humaine. C'est ça qui nous permet de comprendre ou au moins d'apprécier la littérature d'une civilisation différente. S'il n'y avait que les particularités de la culture qui sont tellement importantes pour faire de la philologie, on ne pourrait jamais apprécier la culture des autres, les livres, les textes d'une complètement différente culture. Donc, cela soulève la question de qu'est-ce que la faculté qui nous permet, en tant que, disons, Européens ou héritiers de la civilisation européenne, qu'est-ce que c'est qui nous permet d'apprécier la littérature du Japon? Il faut y avoir quelque chose de commun entre moi et un Japonais afin que je puisse apprécier les contes de Genji, par exemple. Et donc, ça, c'est la grande question pour moi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous lie, comme Auerbach voulait prouver, bien qu'il fût un philologue de la civilisation de l'Ouest. Merci beaucoup, Daniel Mendelsohn, pour vos réponses, pour ce temps d'échange passionnant, pour ce livre vibrement brillant, pour reprendre votre propre expression. Merci à tous et à toutes.